Je me souviens qu'un gendarme m'a balancé en parlant de l'autopsie. Je ne vais pas vous raconter une autopsie, vous savez ce que c'est que de ramasser de la barbaque. Vous voyez le genre de violence verbale que ça peut être. Je découvre mon épouse par terre dans la salle. Elle a été battue avant d'être étranglée. Donc, on n'est plus sur un suicide, on est sur un meurtre. Il y a un cataclysme dans la tête qui se met en place. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. On se dit jusqu'où ça va aller. Parce que Françoise ne méritait pas de partir si jeune. Le mystère est dans la tombe, qu'on peut dire maintenant. Ouais. Comme ça, malheureusement. Ouais. L'affaire Ludovic Chabet, une histoire insensée. Celle d'une femme assassinée dont la vie renferme bien des secrets. Celle aussi de son mari, que les enquêteurs vont obstinément tenter de faire avouer. Samedi 26 février 2005, à Humbercourt en Picardie. Il est 10h04, lorsque les médecins urgentistes du SAMU reçoivent un appel des pompiers. La vie d'une jeune femme, Françoise Chabet, est en jeu. Le message, c'était personne en état de mort apparente, 24-25 ans, sur la commune d'Humbercourt, avec peut-être une suspicion de pendaison. Elle gît dans l'entrée, face contre terre, elle est encore en pyjama et elle porte un foulard autour du cou. Alors les pompiers sont sur place, ils ont eu seulement le temps d'enlever sa veste de pyjama et commencer les manœuvres de réanimation. Le mari de Françoise, Ludovic Chabet, attend à l'extérieur de la maison. C'est lui qui a découvert le corps de sa femme quelques minutes plus tôt et qui a appelé les secours totalement paniqués. Je découvre mon épouse par terre dans la salle. Il y a un cataclysme dans la tête qui se met en place et on n'arrive plus à réagir. Mon seul réflexe que j'ai eu, c'était les pompiers, appeler les pompiers. Au moment où il la découvre, il n'a absolument aucune idée de ce qui a pu se passer. Accident, suicide ou même crime, difficile pour l'heure de le savoir. La priorité des secouristes avant tout, sauver la jeune femme. Nous avons à peu près essayé de réanimer cette jeune femme pendant plus de 30 minutes. Ils ne pourront que constater le décès de Françoise Chabet. Le médecin du SAMU est sorti et dit qu'ils ont tout essayé et qu'il n'y a plus rien à faire. Et là, c'est la parole que personne ne veut entendre. Je réalise pas, je sais pas, je sais pas ce que je dois faire, je sais plus où je suis, je me demande si c'est pas un cauchemar, enfin c'est... Elle a été étranglée par le foulard qu'elle portait de manière serrée autour du cou. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est clair, les causes de la mort peuvent être en rapport avec une strangulation. Les parents de Françoise, la victime, sont immédiatement prévenus du drame qui vient de se produire. Vers 11h, 11h30, monsieur le maire est venu nous trouver. On essaye de vous joindre. Faut aller à Humbercourt, c'est très grave. Faut y aller tout de suite. Alors je suis partie tout de suite en voiture. Quand j'ai vu mon beau-fils, j'ai dit bah, c'est pas possible, c'est elle. Je savais que c'était Françoise qui avait quelque chose de grave. J'ai même dit à Ludovic, je dis qu'est-ce qu'elle a fait. Il m'a répondu rien, elle a rien fait. La mère de Françoise est désemparée. On lui parle du foulard noué un peu fort autour du cou de sa fille et qui pourrait laisser penser à un suicide.
Une thèse qui semble se confirmer au regard des constatations. Car rien dans la maison ne laisse penser à une autre piste. Il y a dans cette maison, a priori, en y jetant un simple regard, aucune raison de soupçonner une piste criminelle. Les gendarmes, eux, quand ils vont intervenir, ils vont d'abord constater que la maison n'est pas en désordre. Il n'y a pas eu de vol. Françoise est enfermée dans son domicile de manière verrouillée devant et derrière. Il n'y a eu aucune fouille, aucune effraction. Seulement, les parents de Françoise refusent de croire au suicide. D'autant que leur fille était heureuse et avait à 25 ans la vie devant elle. Françoise, c'est une fille gaie, volontaire, bien dans sa peau. Elle aimait bien la vie de famille, les réunions de famille. Elle nous manque beaucoup. Françoise a 19 ans lorsqu'elle croise le chemin de Ludovic Chabet au lycée professionnel. Lui veut devenir pompier, elle aide-soignante. Et entre les deux, c'est le coup de foudre immédiat. Ils ne se quitteront plus. Tout le temps souriante, gentille, attentionnée. J'avais choisi d'être pompier, elle me soutenait tout le temps. En fait, c'était parfait. Elle est assez solaire, assez rayonnante, assez enjouée. Ludovic Chabet travaille comme sapeur-pompier à la caserne de Montreuil-sous-Bois. Françoise, elle, est embauchée comme secrétaire dans une entreprise de produits agricoles. En 2002, le couple se marie à l'église de Rouellecourt. Alors le jour du mariage, forcément, c'est le plus beau jour de notre relation. Ça a été une journée, ça a été magique, hein, le fait de l'avoir. Excusez-moi. Elle avait une longue robe. Quand elle dansait, on avait l'impression qu'elle flottait dans l'air. Enfin, elle était magnifique. Ludovic et Françoise achètent une maison à Humbercourt, qu'ils restaurent eux-mêmes. C'est l'époque du bonheur, à tel point qu'ils envisagent d'agrandir leur famille. Ils étaient gays, hein, ils étaient bien amoureux, tout. Hein. Ben, une fois, ils parlaient qu'après qu'ils auraient fini leur maison, qu'ils auraient pensé à une naissance, quoi. On y est allé une fois à Noël, et puis ils ont dit, ben, après que leur maison a été bien propre, comme il faut, et bien habitable, ils pensaient avoir la famille, quoi. Ouais. Et après, ça finit mal. Ah ouais. Il n'y a pas que les parents de la victime qui ne croient pas au suicide. Philippe Bonnel, le médecin urgentiste qui a prodigué les premiers soins, doute aussi de cette version. Car dès son arrivée dans la maison, l'homme va remarquer quelque chose qui cloche. Le pompier me dit « J'ai enlevé un foulard très serré au niveau du cou pour libérer les voies aériennes supérieures. Et moi, mon premier étonnement, je dis ah « Bon, un foulard, je regarde au plafond, je dis « Mais c'est bizarre, il n'y a pas de poutre, il n'y a rien du tout. » Dès lors, comment Françoise Chabet a-t-elle pu se pendre avec son foulard si elle n'avait rien pour l'accrocher au plafond? Et ce n'est pas le seul étonnement de l'urgentiste. Sur le corps de la victime, il y a un autre élément pour le moins troublant. Ce qui peut interpeller effectivement n'importe qui, c'est que Françoise Chabet, lorsqu'elle est retrouvée, elle est d'abord en pyjama, elle porte son foulard autour du cou, et aussi, surtout, elle a encore ses boules qui dans les oreilles. Dans ma petite carrière de médecin urgentiste qui commence un petit peu à s'allonger, je n'ai jamais vu de suicide d'une personne qui est avec des boules qui enfin voilà, ça serait dans les annales. Une jeune femme étranglée par un foulard, enfermée chez elle à double tour, pas d'effraction et rien pour se pendre.
La mort de Françoise Chabet demeure pour l'heure un véritable mystère. Alors, pour lever le doute, le docteur Bonnel va demander que soit pratiquée une autopsie de la victime. Ne connaissant pas l'origine de la mort accidentelle ou pas de cette patiente, nous faisons donc un certificat de décès pour qu'il y ait une enquête judiciaire qui puisse éventuellement commencer ou qu'il y ait un médecin légiste qui puisse, lui, nous donner les causes de la mort. Mais moi, je ne les avais pas. On ne peut pas, en matière judiciaire, se contenter d'une impression, il faut des certitudes. Or, la seule certitude qu'on puisse avoir sur les circonstances de la mort, c'est l'autopsie. 3 jours après la découverte du corps de Françoise Chabet, les résultats de l'autopsie ne laissent aucun doute. Non seulement la victime est morte étranglée, mais visiblement quelqu'un l'a agressée par surprise au saut du lit. Alors le dossier d'autopsie, ce que j'ai pu noter moi, c'est que Françoise Chabet a l'estomac vide. Donc manifestement, elle n'a pas pris son petit déjeuner ce jour-là. Selon le rapport d'autopsie, Françoise Chabet serait morte dans la matinée, entre 6h et 10h du matin, le 26 février 2005. Mais ce n'est pas tout. Avant d'être étranglée, la jeune femme aurait subi des violences inouïes. Elle portera aussi des traces impressionnantes d'œdème et d'hématomes au niveau du front et à l'arrière, même un hématome à l'arrière que les légistes n'ont pas vu sur le cuir chevelu. Ce qui veut dire qu'elle a été battue avant d'être étranglée. Donc, on n'est plus sur un suicide, on est sur un meurtre. Alors, qui a tué Françoise Chabet et surtout, pourquoi? La jeune femme à la vie si tranquille avait-elle quelque chose à cacher? Les gendarmes ne vont pas tarder à avoir un début de réponse, car dans sa vie, tout n'était pas si rose. En effet, selon Ludovic, son mari, Françoise avait brusquement changé d'humeur 3 semaines seulement avant son meurtre. Quelques semaines avant de décéder, Françoise est devenue moins souriante. Ensuite, elle a commencé à avoir des petites crises de larmes, de plus en plus rapprochées, de plus en plus fortes. Les dernières semaines de sa vie allaient très mal. Elle sombrait dans une sorte de dépression qui était visible et palpable. Elle va dire à un collègue, Dominique, « Plus rien ne sera jamais comme avant ». Elle s'effondre en larmes. La mère de Françoise a même été témoin d'une des crises de larmes de sa fille. Une sorte d'appel au secours, déchirant. C'est la première fois qu'on la voyait comme ça, elle était toujours gaie alors. Je ne comprenais pas. Je lui dis pourquoi t'es comme ça va pas, t'as du tracas au boulot, t'as des soucis d'argent. C'est la première fois que ma fille me disait « Maman, je t'aime, tu sais, j'ai besoin de toi ». C'est la première fois qu'elle me disait ça. Surtout en pleurant. Je lui ai même dit « Tu sais, je serai toujours là, t'as besoin, tu le dis ». Mais ni sa mère, Lucienne, ni son mari, Ludovic, n'arriveront à connaître la raison de ce désespoir soudain. Alors on en a parlé avec mes parents, avec ses parents. Tout le monde essayait de comprendre aussi en même temps pourquoi elle pleurait. Et elle avait tout le temps la même réponse, c'est qu'elle ne savait pas. C'est une jeune femme qui est discrète, qui ne s'est confiée à personne. Du coup, elle n'a confié à personne quelle était sa détresse au moment de sa mort. Si Françoise Chabet avait de gros ennuis, elle a emporté avec elle son secret dans sa tombe. Un secret qui pourrait bien être la clé de l'énigme concernant sa mort et que les gendarmes vont dès lors s'employer à découvrir. Et ils vont aller de surprise en surprise. La seule chose dont le mari de Françoise soit certain, c'est qu'au sein de l'entreprise dans laquelle sa femme travaillait, l'ambiance était devenue délétère. À l'époque, Ludovic Chabet sait que son épouse est en conflit avec un membre du personnel de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Ce membre du personnel s'avère en plus être l'oncle de Ludovic Chabet. C'est la personne qui a fait rentrer Françoise dans l'entreprise. Parfois, Françoise s'en plaignait parce qu'il était un peu dur avec elle. Et quelques mois avant le meurtre, la situation s'est étendue entre Françoise et ce collègue.
C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, dont on sait que Françoise s'est déjà plaint, elle a déjà pleuré parce qu'il était très dur avec elle. Alors elle me disait qu'il criait dessus. Ça n'allait pas si vite à sa mode, alors il a respecté plusieurs fois, bah ouais. Il a mis la pression. Bah. Je lui avais proposé justement de lui en parler. Et elle voulait pas parce que comme ils étaient dans la même entreprise, il fallait qu'elle règle ça tout seul. La seule personne dont on soit certain eh bien, qu'elle avait des difficultés avec Françoise, c'est l'oncle. On ne peut pas ne pas s'intéresser à lui. L'homme est rapidement entendu et voici ce qu'il déclare. L'automne dernier, j'ai eu pas mal de remarques par rapport aux livraisons absentes. Je lui ai donc souvent fait des remarques. Interrogés à leur tour, les collègues de Françoise vont confirmer aux gendarmes cette pression subie par la jeune femme. Voici leur déclaration. Ils lui ont demandé beaucoup trop, je pense. Mais j'en ignore la raison. Il est comme ça avec tout le monde, mais un peu plus avec elle. Il faisait des réflexions à Françoise qui semblaient les prendre à cœur. Seulement, cette piste ne va pas faire long feu, car pour le jour du crime, l'homme dispose d'un solide alibi. Ce jour-là, il explique aux enquêteurs qu'il était chez lui et qu'il a surfé sur Internet pendant environ une demi-heure à partir de 8h30. Donc ça nous amène jusqu'à 9h, 9h05. Il reste une heure à combler et là, il est allé à la boulangerie chercher du pain avant de rentrer chez lui. Donc en gros, il a un alibi qui couvre l'heure du crime. Il est vu par la boulangère, il est vu par les voisins. La piste du collègue de travail ne tient pas. L'enquête redémarre à zéro. Et 10 jours après le drame, les gendarmes vont avoir une nouvelle surprise. L'expertise du foulard est enfin terminée et 3 ADN sont retrouvés dessus. Celui de Françoise Chabet, celui du pompier qui a desserré le foulard et l'ADN du mari de la victime, Ludovic Chabet. Ce mélange d'ADN se trouve exactement sur le point de pression qui a permis de serrer le foulard de Françoise. Le fait que ce soit en mélange sur un unique endroit, est-ce que c'est parce que Ludovic Chabet, tout comme le pompier, a touché à cet endroit le jour des faits? Pour les enquêteurs, retrouver l'ADN du pompier est logique. Il a desserré le foulard pour tenter de réanimer Françoise. Mais un élément les intrigue. Comment l'ADN du mari de la victime s'est-il retrouvé sur l'arme du crime? Pour les gendarmes, ça ne peut pas être une coïncidence. Ludovic Chabet devient alors le suspect numéro 1. Et pour lui, c'est le début d'une spirale infernale. Car un élément perturbe les gendarmes depuis le début de l'enquête. C'est l'attitude de ce pompier professionnel lorsqu'il découvre le corps inanimé de son épouse. Une attitude étrange qui n'avait pas échappé à l'urgentiste, Philippe Bonnel. Ludovic Chabet, après avoir appelé le centre de secours, n'a pas entamé de manœuvre de réanimation. Normalement, toute personne témoin d'un arrêt cardio-respiratoire le fait généralement dans près de 90% des cas. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon naturelle. Il va prendre le pouls, ça c'était avant son appel au SMUR, mais il ne pratiquera aucune des manœuvres qui vont être faites par la suite pendant une demi-heure par les médecins urgentistes. Bon, pour moi, ça faisait plusieurs heures qu'elle était décédée parce que bon, quand j'ai mis ma main dans sa main était froide. Et ce n'est pas tout. Les secouristes ont remarqué un autre détail très troublant. À leur arrivée, Françoise Chabet était sur le ventre.
On ne laisse pas quelqu'un qui est en position ventrale. La première chose que l'on fait, c'est, et je pense que tout le monde le fait, hein, c'est de retourner la personne pour voir si elle respire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on libère généralement pour aider à la respiration, donc ce qui n'a pas été le cas du tout. En fait, quand Ludovic Chabet trouve sa femme gisant dans le salon, elle est sur le ventre. À cet instant, le pompier chevronné va faire un geste que lui-même ne comprend toujours pas. Elle était sur le ventre et quand je l'ai retournée, ce qui m'a réellement choqué, c'était un œil. Elle avait un œil gonflé. Totalement terrorisée, je l'ai remise sur le ventre. Ça, c'est un geste que je pourrais jamais expliquer parce que je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Les pompiers sont arrivés et quand ils sont rentrés dans la pièce, je suis sorti. Je ne vais pas voir ce qui se passe parce que je sais très bien ce qu'est une réanimation. C'est des gestes qui restent traumatisants et je voulais pas voir ça sur mon épouse. Pourquoi Ludovic Chabet, pompier professionnel, n'a-t-il pas fait sur son épouse les premiers gestes élémentaires de secours? Pourquoi l'a-t-il laissée sur le ventre? Alors une question est sur toutes les lèvres. Et si Ludovic Chabet avait tué sa femme avant d'appeler les secours? Le jeune pompier est-il vraiment arrivé à son domicile à 10 h ce matin-là, comme il le prétend? Son agenda, le jour du crime, est épluché par les enquêteurs. Ce funeste samedi 26 février 2005, Ludovic Chabet rentre d'une garde de 48 heures effectuée à la caserne de Montreuil-sous-Bois. La matinée, elle est assez bien chronométrée. Alors je quitte la région parisienne aux alentours de 8 h. C'est l'heure où on quitte la garde. Ensuite, je prends l'autoroute, la 1, pour rentrer. Donc je passe le péage aux environs de 9 h. Il passe le péage de Roye à 9h01 et c'est daté puisqu'on a effectivement l'horodatage de son passage au péage. Et il va arriver chez lui, selon lui, à 10 h. Or, selon les médecins légistes, Françoise Chabet serait morte dans la matinée, entre 6 h et 10 h. Les gendarmes vont donc tenter de savoir si Ludovic Chabet a pu arriver avant 10 h à son domicile pour tuer sa femme. Les gendarmes, dans un premier temps, sous la houlette des autres juges d'instruction, ont essayé, avec un véhicule, de faire le trajet entre Roye, donc le péage de Roye, 9h01, combien de temps ils mettaient pour aller jusqu'à Humbercourt. Donc ils partent de ce point précis et ils vont faire la route de différentes façons, très vite en ne respectant pas les limitations de vitesse. Il peut arriver aux alentours de 9h55. C'est matériellement faisable. Maintenant, que s'est-il passé? Il fallait quand même trouver un mobile à M. Chabet pour passer à ce genre d'acte, surtout avec voilà, une victime qui était sa femme, qu'il aimait, etc. 5 minutes pour tuer. Il fallait que le mari ait une bonne raison de vouloir commettre ce crime. Et c'est en plaçant Ludovic Chabet sur écoute que les gendarmes pensent trouver un mobile. Ils vont relever que, eh bien, il semble être en contact avec une jeune femme, sapeur-pompier, de la caserne des sapeurs-pompiers, eh bien, dans laquelle il travaille, et avec laquelle il semblerait qu'il a eu une relation, au moins d'un soir, si ce n'est une relation affective. Une relation extra-conjugale. Voilà un mobile parfait pour un crime passionnel. Le mobile idiot qu'on pouvait imaginer ce soir-là, c'est-à-dire 2 mois après la mort de Françoise, c'est il a tué son épouse pour entamer une relation avec une sapeur-pompier de la caserne. Sauf qu'aucun élément ne permet de dire eh bien, qu'ils étaient en relation, même de confidence, avant la mort de Françoise Chabet. Après le décès de Françoise, je me suis peut-être un peu plus confié à elle. J'avais besoin de parler. Et puis un soir, on s'est rapprochés, on a eu une aventure d'un soir. Enfin, je pense que je cherchais aussi un moment de tendresse, peut-être.
ça veut dire que 3 mois après, il était en tout cas dans d'autres dispositions qui lui permettaient d'avoir ce genre d'attitude. Ça n'en fait pas un coupable pour autant. Ce sera néanmoins suffisant pour placer Ludovic Chabé en garde à vue. Ludovic Chabé fait figure de coupable idéal et pour le faire avouer, les gendarmes vont aller très loin. Le 2 mai 2005, Ludovic Chabé est convoqué à la gendarmerie. Et l'homme qui a perdu sa femme 2 mois plus tôt n'a aucune idée de ce qui l'attend. Quand je rentre dans le hall d'entrée, un gendarme m'attend, il me dit voilà, monsieur Chabé, vous êtes en garde à vue. On ne sait pas ce qui se passe là. On se dit mais pourquoi Ludovic ne sait pas encore que son ADN a été retrouvé sur le foulard, ni que les écoutes téléphoniques ont révélé son aventure avec sa collègue pompier. Ça a commencé par des questions, je veux dire, normales quoi. Enfin, voilà, c'est comment je me comportais avec Françoise, des choses comme ça. Mais le pompier est loin d'imaginer ce que les gendarmes ont préparé pour le faire craquer. Et ils vont jouer sur la corde sensible. Pendant 32 heures, les enquêteurs vont tenter de faire avouer le mari. Les gendarmes se reliaient, parfois ils étaient plusieurs autour de moi. Il va être entendu en relais par des enquêteurs 2 par 2, avec quasiment aucune période de repos, de telle sorte bien qu'on arrive à un moment d'épuisement. Je me souviens qu'un gendarme m'a balancé en parlant de l'autopsie. Je ne vais pas vous raconter une autopsie, vous savez ce que c'est que de ramasser de la barbaque. Vous voyez le genre de violence verbale que ça peut être. Alors on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. On se dit jusqu'où ça va aller. Et la fatigue s'accumule, le cerveau se retourne complètement, on sait plus on sait plus où on en est. Pendant toute la garde à vue, il y aura 9 auditions. Au début, il nie farouchement les faits en clamant haut et fort son innocence. Et puis le ton, il montait très vite. Pour eux, c'était moi qui l'avais tué. Ils me disaient, mais dites-le que c'est vous. Ils vont utiliser un stratagème totalement illégal, qui est d'aller interpeller la mère et la sœur de Ludovic Chabé. À un moment donné, ils me mettent les menottes, ils m'amènent dans un couloir, et de l'autre côté d'une vitre, je vois ma mère en pleurs. Et là, ils me disent, si vous ne dites pas que c'est vous, c'est elle qui partira en prison. Ludovic Chabé, acculé et désespéré, finit par admettre être l'auteur des faits qu'on lui reproche. Il a bien tué Françoise, mais c'était un accident. Et voici ce qu'il raconte. Il va décrire une scène au cours de laquelle il serait rentré à la maison, que Ludovic et Françoise avaient un jeu habituel, il tapait dans ses mains, Françoise devait se baisser, sinon Ludovic refermait ses mains derrière la tête de Françoise et lui portait un coup, et que donc ils ont joué à ce jeu-là. Françoise ne s'est pas baissée, qu'il l'a touchée à la tête, et qu'à ce moment-là, elle est tombée par terre, sans qu'il comprenne les raisons pour lesquelles ensuite elle sera décédée. J'ai frappé les 2 poings fermés. Lorsqu'elle a reçu les coups, elle est tombée en avant. Françoise Chabé serait donc morte d'un jeu invraisemblable qui aurait mal tourné. Mais le scénario avancé par Ludovic paraît bien trop extravagant. Ça colle pas du tout avec ce que disent les médecins légistes, puisqu'on est sur une strangulation, un asphyxie mécanique, et là, à aucun moment, il dit qu'il lui a serré le cou ou qu'il a essayé de l'étrangler avec le foulard. Ceci dit, il n'acceptera pas d'en dire plus. Pour les parents de Françoise Chabé, ce rebondissement est un choc. J'ouvre le journal, puis je vois que Ludovic a avoué avoir frappé Françoise en s'amusant.
Alors, je me suis créée. Ma fille, elle est morte à cause d'un jeu. Ça a été dur pour moi. Comme il a avoué lui-même. Pour nous, il n'y avait pas de doute. On est surpris, ouais. Bah ouais. Surpris, choqué, ouais. Bah ouais. Mis en examen, Ludovic Chabé est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Amiens. Et dès son arrivée, le pompier écrit une lettre à ses parents dans laquelle il clame son innocence. Il le jure, il n'a pas tué Françoise. J'ai écrit une première lettre pour expliquer à mes parents comment s'était passé la garde à vue. Je leur dis que j'avais inventé cette histoire de jeu de toutes pièces. J'ai inventé un jeu qui n'a jamais existé. Je vous en prie, ne doutez pas de moi. Et le pompier raconte que les gendarmes lui auraient dicté l'histoire du jeu macabre. Ils ont fait rentrer un commandant de la gendarmerie. Il me disait, vous avez fait quoi? Vous aviez un jeu, vous mettiez des coups enfin, vous aviez peut-être un jeu. Au fur et à mesure, en fait, c'est lui qui raconte l'histoire. Au bout d'un moment, on craque, je pensais à ma mère. En fait, en gros, au bout d'un moment, on est plus maître de soi-même. Là, c'est un truc que je peux pas expliquer parce que ils vous retournent le cerveau et ils vous font faire ce que vous voulez. Et pendant la reconstitution, Ludovic Chabé a effectué ses gestes conformément, dit-il, à ce que les gendarmes lui auraient suggéré en garde à vue. Je veux dire, moi, j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Déjà, je pouvais pas y penser parce que je ne savais même pas qu'il y avait des coups sur les tempes. Ludovic Chabé va effectivement, à partir de ce moment-là, revenir sur l'intégralité de ses dépositions, à tout ce qu'il avait dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à voir dans la mort de sa femme. Seulement, les dénégations du pompier sont vaines, car un nouveau témoignage va venir accabler Ludovic Chabé. 7 mois après la mort de Françoise Chabé, un témoin providentiel va venir se présenter à la gendarmerie. Ce témoin, c'est Claudine, la voisine du couple. Donc Claudine, c'est la voisine directe. C'est une dame relativement âgée. C'est une agricultrice. Elle travaille avec son époux dans sa ferme. La voisine, c'est quelqu'un qu'on connaissait pas tout simplement. On se faisait signe pour se dire bonjour. Le matin du meurtre, Claudine travaillait dans sa ferme située à une centaine de mètres de la maison des Chabé. Elle a vu Françoise Chabé. Elle était debout dans la cuisine, elle l'a vue par la fenêtre. Lors de son audition, voici ce que la voisine déclare. J'ai vu Madame Chabé qui se trouvait derrière une fenêtre à l'arrière de son habitation. Selon moi, il devait être entre 9h et 9h30. Selon la voisine, à 9h30, Françoise était vivante et Ludovic, lui, serait arrivé bien avant 10h. Seulement, le témoignage de Claudine pose question, car il intervient près de 8 mois après la mort de Françoise Chabé. C'est un peu curieux ce témoignage un peu tardif. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette dame qui ne dit pas tout de suite? Quoi demander de mieux pour l'information judiciaire? Eh bien que cette déposition bien tardive et bien étrange de quelqu'un dont même son mari dit qu'on ne peut pas prendre en considération ses propos parce qu'elle est relativement mal équilibrée, mais peu importe, elle vient accréditer l'hypothèse offerte par les enquêteurs et le juge d'instruction, donc tout cela va très bien. Toujours est-il qu'un autre témoin va venir corroborer les affirmations de la voisine. C'est le médecin urgentiste, Philippe Bonnel. Pour lui, Françoise Chabé venait de mourir quand il est arrivé sur place, à 10h16.
Sur le cas de Mme Chabet, il n'y avait aucun signe sur le plan strictement médical et en rapport avec la définition de rigidité cadavérique. S'il y a eu une telle rigidité, nous n'aurions même pas commencé la réanimation de cette jeune femme. Il y avait un corps qui était encore à une température quasi normale. Oui. Françoise Chabet était soi-disant vivante à 9h30, Ludovic est arrivé. Le corps était chaud, et bien quand les secours sont arrivés à la maison, ça colle. Si Françoise Chabet était bien vivante à 9h30 et que Ludovic est arrivé chez lui avant 10h, alors tout semble désigner l'époux de la victime comme le coupable. Ludovic Chabet, du fond de sa prison, n'a plus d'espoir. Personne ne croit à son innocence. Mais 9 mois après le début de cette incroyable enquête, les gendarmes vont découvrir un nouvel élément qui va peut-être tout remettre en question. L'étude des relevés téléphoniques de la victime vient de parler. Les enquêteurs vont enfin comprendre quel secret Françoise Chabet cachait à son entourage. Durant les derniers mois de sa vie, la victime échangeait quotidiennement par téléphone avec l'un de ses collègues. Un peu tardivement, et on peut le regretter, au mois de novembre, les gendarmes vont découvrir l'existence d'un personnage qui est un collègue de travail de Françoise. C'était un élément secret, hein, cette relation. A priori, personne n'en a connaissance et tout le monde, quand ils ont appris cet événement, ne serait-ce que voilà, dans le milieu professionnel, puisque c'est quelqu'un qui était dans ce milieu professionnel, n'en croient pas à leurs yeux. Et bien évidemment, ça suscite l'intérêt, ça suscite la curiosité. Comme tous les salariés de l'entreprise où travaillait Françoise, ce collègue avait déjà été entendu par les gendarmes quelques jours après le meurtre. Et voici ce qu'il avait déclaré. Il a dit qu'il connaissait Françoise, mais qu'enfin ils n'étaient pas plus amis que ça, qu'il la trouvait amusante, enfin, mais des rapports de bureau professionnels. Seulement confronté à ces relevés téléphoniques, l'homme va alors livrer une toute autre version aux enquêteurs. Il est obligé donc de justifier cette fréquence d'appels. Et là, eh bien, il va assez spontanément dire aux gendarmes qu'en réalité, ils étaient très, très proches, qu'ils communiquaient beaucoup, qu'ils se téléphonaient souvent, qu'ils avaient une espèce d'amitié dans le cadre professionnel. Et ce n'est pas tout. En reprenant le procès-verbal établi 8 mois plus tôt lors de sa première audition, les enquêteurs vont découvrir que l'homme leur avait livré à l'époque un détail très intéressant. Elle portait souvent un foulard long et large, avec des petits froufrous au bout. Il est bleu foncé, avec des motifs plus clairs. Une fois, pour rigoler, je l'ai mis sur ma tête. Ça interpelle celui qui, a priori, ne connaissait pas bien Françoise sur les procès-verbaux et qui pourtant est au téléphone tous les soirs avec elle jusqu'au 1er février, vient de dire aux enquêteurs que son ADN était susceptible d'être retrouvé sur l'arme du crime. Il dit même qu'il a joué avec ce foulard, qu'elle l'avait souvent autour du cou et qu'une fois il l'avait mis sur la tête. Et ça n'a étonné personne. C'est écrit noir sur blanc sur un PV. Ce foulard, on sait que c'est l'arme du crime. Est-ce qu'il pense qu'il peut avoir laissé des traces ADN? C'est peut-être dans sa tête, ça c'est sûr. Hein. Si j'avais été enquêteur à ce moment-là, j'aurais immédiatement tiqué et je me serais immédiatement intéressé à cet individu. Les gendarmes ne le font pas. Et ils ne le font pas parce que je pense que leur hypothèse était formée depuis le départ, que ça ne pouvait être, si c'était un crime, que le mari. Si l'homme n'a pas révélé à l'époque sa relation avec Françoise Chabet, c'est parce qu'il est un homme marié. Il a une vie de famille, il a une épouse, il y a une grossesse qui est en cours, il y a une vie qui se passe et que donc, bien évidemment, il ne veut pas que cette relation extra-conjugale arrive au grand jour. De ce qu'il prétend, ils auraient eu une unique relation sexuelle sur le lieu du travail, entre midi et 2, en octobre ou novembre 2004. Voilà. Et
que ça aurait été l'unique fois et il ne se serait plus rien passé. Tous les deux, voilà, se seraient mis d'accord pour dire que ça n'irait pas plus loin et voilà, ils seraient restés amis. Mais il y a un élément qui soulève bien des questions. 3 semaines avant le meurtre de Françoise, un appel entre les deux collègues a duré 13 minutes. Il y a un appel qui intrigue les gendarmes, un appel qui remonte au 2 février 2005, qui dure 13 minutes. 13 minutes, et après tout s'arrête, ils ne se téléphoneront plus jamais. La veille de ce dernier coup de téléphone de 13 minutes, il était avec sa femme, qui lui confirmait qu'il allait avoir un nouvel enfant. S'agissait-il d'une conversation de rupture avec Françoise? Lui a-t-il annoncé que, eh bien, tout cela était terminé? Était-elle triste de la fin de leur aventure? Ou bien l'a-t-elle menacé de tout révéler? Nous n'en savons rien, mais il est certain que ce genre de sujet a dû être évoqué au cours de leur dernière conversation. La juge Stella, chargée du complément d'information dans l'enquête sur la mort de Françoise Chabet, décide de placer l'amant de la victime en garde à vue. Ce dernier appel, c'est l'épine du pied de ce monsieur. On essaye de le pousser dans ses retranchements et il n'en dira rien de plus précis. Le résultat, c'est qu'il va rien ressortir de concret de cette garde à vue. Il va maintenir sa position. Il ne se souvient toujours pas de ce qu'ils se sont dit ce 2 février 2005. Ils ont eu un rapport sexuel dans la cuisine de l'entreprise. Et voilà, il ne sort pas de là. J'ai toujours pensé, en tout cas, que s'il livrait pas ce que nous, on pense être toute la vérité, c'est parce que il a un intérêt vis-à-vis de son couple, parce que ça a beaucoup tangué dans son couple, cette histoire avec Françoise Chabet. L'amant gardera le silence sur cette mystérieuse conversation de 13 minutes. En tout cas, pour le matin du crime, l'homme dispose d'un alibi. L'alibi, c'est le 26 février au matin, je faisais du carrelage à la maison. Je travaillais donc, du bricolage. Et j'ai ensuite appris au cours de la journée, par un autre membre de l'entreprise qui est venu à la maison, eh bien, la mort de Françoise, ce qui m'a beaucoup choqué. Il a produit toute une série d'éléments qui montraient les achats, notamment effectivement d'être retourné dans les magasins de bricolage ce week-end-là pour compléter les besoins de ce chantier. On a fait les recherches géolocalisation de son téléphone, sa borne nulle part, il ne s'en est pas servi, donc on ne peut rien déduire de tout ça. On ne trouvera d'empreinte de ce garçon nulle part, d'ADN nulle part, enfin rien qui le rattache à la scène de crime, rien qui le rattache géographiquement à la zone géographique. Manifestement, il n'y a pas de quoi l'inquiéter. À l'issue de cette garde à vue, l'amant de la victime ressort libre. Son alibi a été vérifié. Aucune charge ne peut être retenue contre lui. Donc en fait, on est en plein cafouillage parce qu'il a fallu presque 1 an pour découvrir que la victime avait un amant. Il y a une communication téléphonique de 13 minutes qui semble être primordiale et on n'est pas capable de savoir ce qu'ils se sont dit. En mars 2006, 1 an après la mort de Françoise, l'avocat de Ludovic Chabet obtient la remise en liberté de son client. Seulement pour le pompier, le cauchemar va continuer. Il va apprendre de la bouche de son avocat l'existence de la relation extra-conjugale de sa femme Françoise, ce qu'il ignorait jusqu'à présent. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il s'est trompé de dossier. Parce qu'on ne parle pas de Françoise. Je me suis dit, Françoise, c'était pas Françoise. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était pudique, c'était... Puis voilà. Ludovic Chabet est libre. Mais pour la justice et pour les enquêteurs même sans preuve, il reste le suspect numéro 1 du meurtre de sa femme. Et voici d'ailleurs pour eux ce qui se serait passé le 26 février 2005 à Humbercourt. Ludovic serait rentré de son travail vers 9h50. Son épouse l'attendait.
Elle lui aurait alors avoué son infidélité. En colère, Ludovic l'aurait frappé au visage avant de l'étrangler avec son foulard. Épris de panique, le jeune pompier n'aurait pas tenté de réanimer son épouse. 7 juin 2013, le procès de Ludovic Chabet s'ouvre devant la cour d'assises de l'Oise, à Amiens. L'homme comparaît libre. Les assises de la Somme vont-elles faire la lumière sur une affaire vieille de 8 ans? En 2005, Françoise Chabet était retrouvée morte, étranglée, à Humbercourt dans la Somme. C'est son mari qui avait prévenu les secours. Ce pompier de Paris est aujourd'hui dans le box des accusés. Il est poursuivi pour meurtre, mais clame son innocence. Je suis terrorisé, je suis complètement... Ah non, je suis... Forcément, on ne s'imagine pas être sur le banc des accusés. On surplombe un peu tout le monde. Je sentais tous les regards sur moi, la partie civile, les jurés, les gens qui étaient là dans le public, si je puis dire. Cela fait 8 ans que les parents de Françoise n'avaient pas revu Ludovic Chabet. Et après toutes ces années d'enquête, il reste désemparé. J'essaye de le regarder en face, mais il regarde ailleurs. Il ne me regarde pas en face. Il baisse beaucoup les yeux. Alors, je sais pas moi. Mettez-vous à ma place, c'est comme notre fils. Il est là en face de nous, et il est accusé du meurtre de notre fille. Quoi penser? Je le sens qu'ils me regardent et je sens leur regard rempli de haine. C'est quelque chose qu'on vit très mal, on a envie de leur crier je suis innocent. Devant la cour et les jurés, le pompier semble tétanisé et cela ne va pas jouer en sa faveur. Quand on me posait une question, au moment où je me levais, il y avait une barrière qui se mettait devant moi. Je pouvais plus... J'arrivais plus, j'étais bloqué. Donc je répondais oui, non, peut-être. Aucune défense de ma part. Ah, il n'est pas convaincant du tout. Boson, il n'a jamais été spécialement convaincant. C'est pas un homme de parole, c'est pas quelqu'un... Je vous dis, Ludovic Chabet, c'est un taiseux. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de parler en public. Il se défend très mal. Il se défend très mal, il est maladroit, il n'est pas toujours très audible. Il passe mal, même si sa position n'est pas très confortable, il n'est pas bon. Et le débat se concentre sur une seule question. Pourquoi Ludovic Chabet, pompier de profession, n'a-t-il rien fait pour réanimer son épouse s'il est innocent du crime? C'est pas un réflexe de quelqu'un qui veut sauver une vie. Or, Ludovic Chabet était sapeur-pompier de Paris quand même. Non, pour moi, ça faisait plusieurs heures qu'elle était décédée. On ne réalise pas s'il y a encore de l'espoir ou pas. C'est qu'on est complètement paniqué, on n'est plus maître de soi-même. Les gestes, on a l'impression que le cerveau ne dirige plus les bras ni les jambes. Cette question-là du sapeur-pompier qui pourtant, homme entraîné, a été incapable, je veux dire, de pratiquer les gestes de secours, c'est un reproche qui a été formulé à l'encontre de Ludovic Chabet, qui est un reproche, je veux dire, bien facile à formuler pour ceux qui n'ont pas connu ce genre de situation. Ça porte un nom, ça s'appelle le syndrome de sidération. Pour la mère de Françoise, l'attitude de son gendre est pourtant incompréhensible. Quoi penser? Est-ce qu'il dit la vérité à la base? Est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Il ne dit pas tout ce qu'il pense, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a des... Je sais pas. C'est pas clair. C'est pas clair de se retrouver là-bas, au tribunal, en espérant savoir la vérité. À la barre, un témoin va faire basculer le procès définitivement.
C'est Claudine, souvenez-vous, la voisine du couple Chabet. Quand Claudine dit qu'elle a vu Françoise à la fenêtre, on se dit, ben, si elle a vu Françoise à la fenêtre en 9h30, elle était encore vivante. Comme Ludovic est rentré vers 10h, 10h-10, ça peut être que Ludovic, c'est tout. Le témoignage de Claudine accrédite la thèse selon laquelle seul Ludovic Chabet aurait pu tuer Françoise ce matin-là. Le collègue de Françoise, avec qui elle avait eu une aventure, est aussi entendu par la cour. C'est la première fois que Ludovic Chabet se retrouve face à lui. Je le vois rentrer. Je me suis dit, est-ce qu'il a tué Françoise? L'audition est une audition sévère. Je veux dire, l'avocate générale lui refait l'instruction quasiment en intégralité à l'audience. Il passe un très mauvais moment. Quasiment comme s'il était à la place de l'accusé. Seulement, si l'amant de Françoise est mis face aux divergences de ses déclarations, à la barre il maintient sa version. Il faut dire que dans ce dossier, il n'y a aucun élément contre lui. Au bout de 5 jours de procès, les jurés se retirent pour délibérer. Le destin de Ludovic Chabet est suspendu à leur décision. Là, la tension, elle est au maximum. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu une telle tension. 2 heures plus tard, la sentence tombe. Le pompier est condamné à 12 années de prison. Quand j'entends le juge dire « vous êtes condamné à 12 ans », c'est encore un cataclysme, c'est encore... on n'y croit pas, on sait qu'on y retourne en prison, on sait que 12 ans c'est long, Et là j'ai été condamné pour un meurtre que j'ai pas commis. Nous, notre sentiment à Amiens, c'est que tout concorde à dire qu'il est l'auteur. Quand on a avancé 12 ans, je me souviens que mon mari a dit ça lui servira de leçon. Moi, j'ai rien dit, j'ai pensé, bon ben, le principal, c'est que ça soit reconnu, que ce soit lui et qu'il paye pour ce qu'il a fait. Parce que Françoise ne méritait pas de partir si jeune. L'idée qui semble transpirer de ce genre de décision, c'est-à-dire médiane, 12 ans pour le meurtre de sa femme, c'est un peu comme si on venait dire c'est un crime passionnel, il l'aimait, il a bon fond, c'est pas un méchant. Donc, il l'a tué, mais il le regrette au fond de lui-même et il est incapable de se l'avouer peut-être à lui-même. Ludovic Chabet est immédiatement incarcéré. Le lendemain, il fait appel. 2 ans plus tard, en juin 2015, s'ouvre le procès en appel de Ludovic Chabet à Beauvais. C'est le procès de la dernière chance. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai été plus terrorisé qu'Amiens. Parce que je savais que c'était la dernière... C'était le dernier procès. Il ne pouvait pas en avoir d'autres. Donc là, ça a été horrible. Dans ma tête, il n'y avait qu'un mot, c'était acquittement, acquittement, acquittement. Comme une prière, en fait. Les témoins appelés à la barre sont les mêmes qu'à Amiens. Mais la question principale de ce procès porte essentiellement sur l'heure du crime. Au fond, c'est crucial. C'est-à-dire que si l'on arrive à déterminer l'heure de la mort, eh bien, soit l'on confond Ludovic Chabet, soit on l'acquitte. L'expert légiste est entendu au tribunal. Et l'avocat de Ludovic Chabet va abattre une dernière carte. Il a repéré une incohérence dans son rapport. Je me suis rendu compte, d'abord, eh bien, que les calculs étaient totalement faussés et qu'il y avait eu 30 minutes de réanimation. 30 minutes au cours desquelles eh bien, le sang va circuler, les organes sont irrigués et qui donc
va décaler le temps de rigidité cadavérique et certains des paramètres qui permettent de dater l'heure de la mort. Le légiste va reconnaître ne pas avoir pris en compte la demi-heure de réanimation. S'il l'avait fait, il aurait pu situer l'heure de la mort de Françoise à 9h30 au plus tard, et non pas à 10h. Quand il a fini ses calculs et qu'il détermine l'heure de la mort 9h30 au plus tard, là on reprend un peu d'espoir, on a un petit soulagement, parce que finalement la clé qui pouvait me faire sortir, c'était l'heure de la mort. Et à 9h30, Ludovic Chabet ne pouvait pas être chez lui. Il était sur la route du retour de la caserne. Après 6 jours d'audience, la cour rend son verdict. Je me souviens, j'avais la tête dans les mains, je me disais acquittement, acquittement, acquittement. Et en fait, le seul mot que j'ai entendu de la part de la présidente, c'est non. Et donc moi, dans ma tête, c'est non, l'acquittement. Pour moi, j'étais condamné. Quand Maître Valland est venu me voir, parce qu'il voyait, je pense que je me levais pas, ou je réagissais pas, ou j'étais en pleurs, qui m'a dit rejoignez votre famille. Et là, c'est... Là, on réalise pas. Pour les parents de Françoise, cet acquittement est un cauchemar. On nous dit Ludovic Chabet est acquitté. Le coup de couteau qu'on prend en pleine poitrine. Ma fille est morte une deuxième fois, jour-là. À ce jour, le meurtrier de Françoise Chabet n'a toujours pas été identifié. Aujourd'hui, la procédure concernant Ludovic Chabet est définitivement achevée. Il est acquitté, cette décision elle est définitive. Mais la mort de Françoise Chabet reste un mystère qui n'est pas élucidé. La vérité judiciaire, c'est que ce n'est pas le mari et que, en tout cas, l'enquête n'a absolument réuni aucun élément matériel rattachant l'amant à ces faits non plus. Le mystère est dans la tombe, qu'on peut dire maintenant. Ouais. Comme ça, malheureusement. Ouais. Celui qui a fait ça, qui ait le courage de parler pour qu'on fasse notre deuil un jour.